C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Nouveau rendez-vous éco-local avec le Serre France Maine-et-Loire et Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Alors Michel, on parlera plein de choses aujourd'hui, du plan de relance, de l'aide à l'apprentissage, mais aussi des créations d'entreprises qui repartent. Mais avant tout cela, nous parlons du nombre du jour. Qu'est-ce que c'est ? Alors le nombre du jour, c'est l'aide envisagée pour l'embauche des nouveaux salariés. Ce nombre serait de l'ordre de 4 000 euros qui seraient permis ou attribués dans le cadre d'une aide pour pouvoir tout simplement, le mot d'ordre du gouvernement actuel, c'est l'emploi, c'est-à-dire permettre à chacun qui soit aujourd'hui en tant que salarié ou en tant que futur salarié, c'est-à-dire tous les jeunes, il y a 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi, et bien d'assurer l'emploi pour tous au travers de l'activité économique. Et donc, le nombre du jour, c'est 4 000, c'est le chiffre qui est envisagé au niveau de l'aide permise auprès des entreprises. On attend encore les contours, les modalités, mais c'est effectivement une bonne nouvelle pour les employeurs qui pourront donc embaucher à moindre coût, je pense, très prochainement. Et puisqu'on parle d'emploi, on parle aussi d'apprentissage. Oui, l'apprentissage, on l'avait évoqué, c'est un sujet qui va dans la ligne droite de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, la génération qui arrive sur le marché de l'emploi ou qui est en études et qui envisage effectivement de cumuler à la fois un parcours théorique et un parcours pratique au travers de l'apprentissage. Les aides sont de 5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans, et puis 8 000 euros au-delà de 18 ans. On sait que les apprentis sont rémunérés en fonction de leur âge, et donc ça couvre tout ou partie de l'emploi d'un salarié. C'est une aide qui est versée sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés, autant dire que de très nombreuses entreprises sont concernées, et donc c'est une aide qui va intervenir du 1er juillet à fin février 2021, et donc c'est une aide qui me semble tout à fait utile d'utiliser si vous faites appel à l'apprentissage. D'autres aides, notamment pour aider à la réduction du coût du travail. Voilà, exactement. On s'enrhume à Greneville, c'est ça, hein ? Alors, j'ai pris effectivement un petit coup de rhume, et comme de nombreux Français, compte tenu que je suis allé chez le médecin m'a dit « Allez, on va faire le test ». Donc j'ai fait le petit test qui gratouille le nez, négatif. Bon, c'est Greneville derrière vous, hein. Comment ? C'est bien Greneville, votre point de villégiature, c'est ça. Ça me permet de faire mettre en valeur notre patrimoine local. Allez, on revient aux choses sérieuses avec l'aide à la réduction du coût du travail. Oui, alors on a parlé de la réduction du coût du travail, et puis on évoquait aussi pour les étudiants quelque chose qui va être envisagé au niveau des repas, c'est-à-dire que pour tous les étudiants boursiers ou qui vont être boursiers à compter de septembre, une aide va être mise en place pour que finalement le coût du repas soit à hauteur de 1 euro par jour, enfin 1 euro du repas. Donc c'est un dispositif qui se veut aidant pour les personnes les plus défavorisées dans le milieu étudiant. Donc là aussi une bonne nouvelle sur ce sujet-là. Tout cela, ça rentre dans le fameux plan de relance de notre Premier ministre. C'est ça. Alors effectivement, dans la ligne droite de ce qui avait pu être mis en place initialement, il y a un plan de relance qui commence à prendre forme. Je vous avais évoqué fin juin, début juillet. Ça a pris un petit peu plus de temps parce qu'il a fallu faire des arbitrages. Alors on parle d'un plan de 100 milliards. Ça représente effectivement des sommes conséquentes qui vont s'étaler des fois sur plusieurs années. Pourquoi 100 milliards ? Il y a 30 milliards qui sont dédiés à l'activité partielle. On sait que l'activité partielle, c'est ce qui a permis à chacun des Français de conserver son emploi et de permettre tout simplement la reprise d'activité et l'adaptation, on va dire, des forces du travail et donc de tous les salariés. Donc, si un employeur avait perdu des marchés, il pouvait mettre ses salariés en chômage partiel tout en maintenant l'emploi dans le temps. On sait que dans d'autres pays, c'est pas du tout le cas. Les gens ont été licenciés, puis des fois rembauchés. Ce qui n'est pas le cas en France. Les statuts de salariés sont restés grâce, j'ai envie de dire, au chômage partiel. Et on l'a vu.
il y a un point très important dans le chômage partiel, c'est que les contrôles sont déjà en cours et au cours des 12 000 premiers contrôles qui ont été réalisés, les 3 000 qui ont donné lieu à un certain nombre d'informations, on va dire, de résultats, il a été constaté quand même pas loin de 800, je parle pas d'erreurs, mais potentiellement de fraude, ce qui veut dire quand même qu'il y a eu des usages, compte tenu que le système a été complètement ouvert, des usages, on va dire, pas toujours bien faits. Alors l'administration sait taper là où il faut, ils savent exactement où il y a pu y avoir des abus, et puis ils vont contrôler là où ils savent qu'il peut y avoir des choses à contrôler. Ils vont pas aller contrôler le restaurateur du coin qui a été fermé pour décision préfectorale parce qu'ils savent bien que de toute façon il avait plus de problèmes. Enfin il avait des problèmes. D'autres problèmes, mais pas celui-là. Voilà, d'autres problèmes, mais il avait plus de personnel. Ouais. Donc les contrôles montrent bien que l'administration veille. Malgré sa générosité au niveau du chômage partiel et que évidemment il faut bien faire attention à ça. Et donc malgré ces contrôles et on va dire quand on représente la proportion, ça fait une proportion élevée. Je pense pas que ce soit représentatif du tout de ce qui s'est passé, mais ça veut dire que ça veille. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'ils maintiennent le dispositif. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu des fraudes qu'ils ne le maintiennent pas. Les dispositifs demeurent et sont mis dans le temps. Et donc, dans son plan de relance, il y a 30 milliards d'euros qui va être dédié. On sait qu'il y a des secteurs industriels qui sont lourdement touchés. On pense à l'aéronautique notamment, qui a été lourdement impactée. La partie automobile en matière de construction a été complètement impacté. Bon, bref, il y a plein de grands secteurs industriels qui ont été touchés comme ça. Le tourisme, on en a parlé aussi. Et donc, l'activité partielle, c'est 30 milliards d'euros qui va être mis sur la table. Donc, c'est significatif. Ensuite, il y a 40 milliards qui va être dédié à l'industrie. Alors, l'industrie, dit comme ça, on se demande ce que ça peut bien être. C'est tout ce qui va concerner aussi l'industrie pharmaceutique. On sait qu'on a une excellence sur ce domaine-là, mais qu'il faut renforcer puisqu'on a fait fabriquer beaucoup à l'étranger et qu'on a été un peu dépendant de ces aspects-là. Donc, volonté de relocalisation. L'agroalimentaire, qui est quand même une vraie force. On a au niveau français une culture alimentaire très élevée et agroalimentaire en conséquence. Et puis, il y a un autre sujet qui est important, c'est la souveraineté numérique. On sait, on utilise tous des dispositifs numériques qui nous viennent plutôt d'outre-Atlantique et qu'il est important qu'on ait des moyens sur ce sujet pour aussi avoir une forme de souveraineté puisque toute l'information passe par ces biais aujourd'hui, par ce biais. Et c'est un peu gênant si on n'a pas nos propres entreprises qui peuvent nous garantir, on va dire, la logique de souveraineté nationale. Donc, sur l'industrie, principalement ça, j'ajouterais sur tout ce qui concerne l'industrie, c'est très concret. Dans les 40 milliards prévus, il y a 2 fois 10 milliards, donc sur 2021 et sur 2022, une volonté de la baisse des coûts de production pour relocaliser. L'objectif, c'est relocaliser. Donc, pour relocaliser, baisse des coûts de production. Pour baisser les coûts de production, c'est de supprimer ou d'alléger les impôts de ce qu'on appelle les impôts de production. Les impôts de production, c'est quoi ? Ce sont des impôts qui, quoi qu'il arrive, qu'on gagne de l'argent ou qu'on n'en gagne pas, on paye quand même des impôts. Donc c'est pas une notion de proportion. Vous pouvez gagner ou pas gagner, on va dire, on peut faire les résultats dans votre entreprise. Vous payerez ces impôts. Ces impôts, ils ont été fléchés, déjà identifiés largement. Alors, c'est quoi ? Un exemple ? Un exemple, c'est la taxe foncière. La taxe foncière, quoi qu'il arrive, vous êtes entrepreneur, vous avez des bâtiments, vous êtes garagiste, vous avez des bâtiments, vous payez votre taxe foncière. Vous avez aussi la CVAE, c'est l'ancienne taxe sur la valeur ajoutée, enfin l'ancienne taxe sur le professionnel. C'est un impôt qui est calculé en fonction de sa masse salariale. Enfin, c'est un peu complexe dans son calcul, mais c'est lié à votre taille d'entreprise. Donc, vous payez un impôt quoi qu'il arrive. Là aussi, il va y avoir des allègements. Puis il y a une taxe qu'on appelle la C3S. C'est un petit peu technique, mais pour tous les professionnels, ils reconnaîtront. C'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Voilà, vous générez un chiffre d'affaires, même si vous faites des déficits, vous payez une taxe. Donc, tous ces impôts-là vont être revus. Et puis, il va y avoir un allègement de ces taxes. Il faut savoir que ça représente en France 70 milliards de taxation sur les entreprises par an. Et donc là, on va en enlever 10. C'est très significatif. C'est 1/7. On va supprimer 1/7 de l'imposition. Et donc, ça va être très important. Et c'est prévu pour 2021 et pour 2022.
tous les professionnels et les corps de métier sont vraiment ravis de cette nouvelle-là. Je ne veux pas parler pour eux, mais c'était une vraie demande de leur part. Pourquoi ? Parce que ça leur permet, on va dire, concrètement d'avoir une performance, on va dire, dans leur coût de production et donc derrière d'avoir un attrait, on va dire, sur notre localisation en France plutôt que d'aller en Allemagne par exemple, et c'est souvent mis en avant, il y a 5 fois moins d'impôts à la production et c'est ce qui permet qu'ils ont des PME familiales et des ETI, ce qu'on appelle les entreprises très significatives, qui ont pris de l'ampleur et qu'on n'a pas beaucoup en France. On a des très grandes entreprises en France, on a des PME, voilà, mais entre les ETI, on n'est pas forcément très très fort. Donc l'objectif, c'est ça, c'est d'aller sur ces sujets-là. Ok, là on tourne la page. C'est ça, hein, voilà. On vous a entendu. Voilà. Et puis il y a un sujet très important qui est 20 milliards d'euros sur l'écologie. Donc dans l'écologie, sujet extrêmement important, quand on parle du monde d'après évidemment, sur la rénovation énergétique, sur l'alimentation locale, sur les énergies vertes. Et éventuellement, et aussi, sur le transport. Ce qui veut dire que il y a un plan qui est prévu sur 1 million de logements, 500 à la rénovation énergétique, 500 à la construction, avec une ambition écologique forte, voire très forte, parce que c'est aussi un enjeu de demain. Donc voilà, 30 milliards sur l'activité partielle, 40 sur l'industrie, 20 sur l'écologie, il y en a 6 sur le système de santé, on sait qu'il y a eu le Ségur de santé et des 6-8 milliards je crois qui ont été, voilà, ça fait partie de ce plan de relance. Donc, et tout ce qui va concerner aussi le système de santé dans son ensemble pour avoir une meilleure performance et des qualités de soins qui soient toujours à la hauteur de ce qu'on en espère. Donc voilà, les 100 milliards, c'est dans les grandes lignes ces aspects-là. Allez, on poursuit avec une question qui nous vient de l'entrepreneur mayennais. Alors évidemment, c'est un peu compliqué pour l'instant en Mayenne en ce qui concerne le retour du virus. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer en cas de reconfinement ponctuel sur l'entreprise ? Est-ce que des aides sont prévues ? Comment ça se passe ? Aujourd'hui, tout le gros intérêt, c'est que tous les dispositifs sont élaborés, les portails sont à disposition, il est possible d'ouvrir les vannes et de les refermer facilement. Le gros avantage quand il y a eu le confinement national, j'ai envie de dire, c'est que tout le monde était concerné, donc les dispositifs concernaient tout le monde. J'ai pas d'informations sur effectivement si d'un seul coup il y avait un confinement ponctuel sur une zone géographique, si effectivement il pourrait rouvrir les aides. Au même titre, j'ai envie de dire, par exemple, le principe des catastrophes naturelles, ça touche une commune, 5 communes, et donc là, on appuie sur... Voilà. Est-ce que ces dispositifs-là vont se réouvrir ? Je n'ai pas la réponse. J'imagine bien que s'il y avait une forme de confinement ou de fermeture administrative temporaire, il y aurait sûrement des choses qui seraient possibles. Je ne veux pas m'engager, mais je pense qu'il y aurait des choses qui seraient possibles. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a un système de tests beaucoup plus important et que l'objectif, c'est éviter la contamination massive et donc éviter la propagation pour générer ce confinement. La volonté claire et nette aujourd'hui, elle est de dire on doit pouvoir maîtriser, on va dire, l'aspect sanitaire tout en conservant l'économie. Probablement que oui, il y a des impacts qui vont se jouer par exemple sur un département comme la Mayenne, mais comme ça s'est joué sur Mulhouse, comme ça s'est joué sur le Morbihan d'autres temps, ou par exemple sur le domaine touristique, ces zones géographiques ont été impactées en termes d'image. Donc inévitablement, ça joue, mais c'est plus le média qui joue contre que réellement entre le 49 quand je suis à Segré ou quand je suis à Château-Gontier, j'ai envie de dire, il n'y a pas une limite du jour au lendemain qui fait que je peux aller plus passer mes vacances dans le 53 que dans le 49. Mais par contre, l'impact, il est de l'ordre du média. Donc, il y a tout un travail là aussi de conquête et de aussi qu'on puisse mettre en avant ce qui est fait et bien fait. Et je pense que là, on revient aux fondamentaux. Je pense que beaucoup de personnes ont lâché un petit peu les obligations sanitaires de distanciation, d'embrassade, de serrage de main, de masques, clairement. Et que pour l'intérêt de tous, que ce soit économique ou sanitaire, je vois aussi des professionnels de la restauration, certes peu nombreux, mais qui ne sont pas équipés de visières ou de masques,
Et s'ils ne le font pas pour eux, je peux dire ma liberté personnelle, ils peuvent le faire pour les autres d'un point de vue sanitaire et puis ils peuvent le faire pour l'économie. Et je pense que si on fait ça, on va tous aussi se sauvegarder. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on va avoir droit. Je pense qu'il y aura toujours des choses, on va pouvoir ouvrir plus facilement, mais qu'est-ce qu'on peut faire soi? Et ça, c'est la première question, je pense que chacun doit se poser, c'est les gestes barrières. Je comprends bien moi, pour des relations professionnelles, j'aime bien serrer la main, mais depuis le mois de mars, je ne serre pas des mains. C'est dur, mais je ne le fais pas. Pour des raisons uniquement de protection. J'ai été malade pour des raisons personnelles. Je me dis, j'ai aucune chance d'avoir le Covid parce que c'est juste un petit problème de rhinite. Et mon médecin me dit, ouais, mais je vais faire mon test parce qu'il me demande de le faire. Je pense qu'il y a une discipline de chacun à avoir. On part en vacances, on garde cette logique-là, on garde son masque dans sa voiture, c'est des choses qui vont sauver l'économie. Et la première chose qu'on a à faire, c'est protéger les autres, protéger soi, et on sauvera aussi l'économie. Allez, c'est sûr, on partira. Le message mayennais, comme aux gens du 49, du 44, il est le même. C'est prêter attention à ces aspects-là, vous protégerez votre économie aussi. Quand vous voulez, moi je pars avec vous en vacances à Gleneville. Vous voyez, c'est un très joli coin. Allez, on poursuit avec d'autres nouvelles plutôt intéressantes. C'est le redémarrage de la création entreprise. Oui, le redémarrage de la création d'entreprise. Alors, en France, tous les mois, il y a un nombre de créations d'entreprises qui est de l'ordre, dans les années 2018, il était plutôt de l'ordre de 37-38 000 entreprises créées par mois. Ça grimpe au fur et à mesure du temps. Donc, il y a une initiative, il faut le savoir, une vraie volonté de création d'activités. La micro-entreprise aide à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a 50% des créations d'entreprises aujourd'hui qui passent par la micro-entreprise, c'est-à-dire un aspect très simple, facilitant, avec très peu de déclarations, et tant mieux. Et donc, on avait atteint à peu près 45 000 créations d'emplois juste avant 75 000, je dis une bêtise, 75 000 créations d'emplois par mois environ au mois 73 000 avant le confinement. Et puis, on est arrivé là en juin, il y a eu des créations, on a retrouvé notre courbe qui monte, donc 75 000. Le juin est le plus gros mois de création d'entreprise depuis tous les temps. Et donc, ce qui est aussi rassurant sur la volonté. Alors, dans les créations d'emplois, dans les créations d'entreprises, je fais une erreur sémantique. Donc, dans les créations d'entreprises, ce qu'on constate, c'est que la restauration fait partie des entreprises qui se créent le plus, et notamment la restauration rapide, les hébergements, les transports. Donc, ce qui veut dire que aussi notre tissu économique local est quand même dynamique. Il n'y a pas de chute. Et quand je recontextualise par rapport à l'Europe, je suis pas sûr qu'il y ait toujours ça dans d'autres pays européens, ce qui est quand même significatif de la volonté à la fois des personnes de poursuivre l'activité économique et de voir qu'il y a des choses qui se passent réellement. Donc, il y a des aides massives, et de l'autre côté, il y a aussi les gens qui créent et qui vont créer les emplois de demain. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc ça, on va suivre cet indicateur de la création d'entreprises au fur et à mesure du temps. On va se quitter là-dessus sur ces notes positives. On parle évidemment de crise, mais tout de même, dans tout cela, il y a quelques informations qui sont très encourageantes. Oui, très encourageante, c'est-à-dire qu'il va y avoir une multiplicité de choses à la fois un peu négatives, mais aussi de bonnes choses. Il y a des fondamentaux, je rappelle, les fondamentaux de la consommation sont aussi très bons en France. Donc on sait qu'on est sur une société de consommation aussi en France, et on a des très bons indicateurs. Donc moi je reste positif, la rentrée va être décisive, mais qu'on profite tous de nos vacances et qu'on revienne serein et avec plein d'énergie, de dynamisme économique. Et je pense que ce serait une bonne chose. Merci Michel Besançon. Prochain rendez-vous dans une semaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.